Bonjour à tous. Donc on m'a demandé de vous faire un rapide résumé de la prise en charge juridique des infections du site opératoire. Alors quelles sont les grandes questions qu'on se pose en général à ce sujet? Qui est responsable des infections en cas de faute? Ça, la réponse sera rapide. Qui est responsable des infections en l'absence de faute? Ça, la réponse est plus récente. Peut-on se décharger de cette responsabilité de l'infection sans faute? La réponse sera oui, mais rarement. Qui indemnise les infections? Et puis une ouverture finale sur est-ce que tout cela est soutenable à long terme. Alors, des petits préliminaires habituels. Je vais vous parler de droit, et le droit est extrêmement changeant, n'est pas du tout une science, et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui va peut-être changer dans une semaine ou dans un an. Mais bon, je viendrai vous en reparler si c'est le cas. Deuxième préliminaire, je ne vais vous parler que de droit civil, ce qui est le cas de loin le plus fréquent, c'est-à-dire lorsque une victime demande une indemnisation financière. Je ne vais pas vous parler de droit pénal où une victime demande une punition vis-à-vis du praticien. Donc on va parler d'assurance, de commission de conciliation, de tribunal de grande instance et de tribunal administratif, tout ce qui est considéré comme du civil. Je vous donne d'emblée mes messages principaux de la conclusion. Dans une infection, il y a maintenant une présomption de responsabilité, même lorsqu'il n'y a pas de faute. Il existe quelques exceptions, je vous en ferai la liste, qui permettent de se décharger de cette... Ah, comment on revient ? Il existe quelques exceptions qui permettent de se décharger de cette responsabilité. La responsabilité sans faute ne concerne que les établissements de santé et pas les praticiens. Là, je parle surtout aux praticiens libéraux. Ils ne sont pas inquiétés par la responsabilité de l'infection sans faute. L'indemnisation se fera soit par l'assureur, soit par l'ONIAM, et l'indemnisation ne concerne bien évidemment uniquement les préjudices qui sont en lien direct avec cette infection et bien évidemment pas tous les préjudices du patient. Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? Donc, premier élément, la définition de l'infection nosocomiale n'existe pas en droit français. Il n'y a aucun texte, aucune loi, aucun décret, aucun arrêté qui détermine précisément ce qui définit une infection nosocomiale. La dernière définition qui est toutefois retenue, c'est celle qu'on a dans la jurisprudence de 2013. C'est une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Alors un petit contexte historique qui nous a amené à faire de l'indemnisation sans faute des infections. Avant la loi de 2002, qui a établi cette responsabilité sans faute, pour un patient qui avait une infection, l'indemnisation ne reposait que sur la preuve d'une faute dans sa prise en charge. Autant vous dire que c'était extrêmement compliqué, et donc la plupart des infections n'étaient pas indemnisées. Il n'y avait que quelques jurisprudences d'opportunités qui permettaient à certains patients d'être indemnisés pour des infections graves. Tout ça posait des problèmes vis-à-vis des patients, bien évidemment, et peut-être aussi posait un problème vis-à-vis des établissements de santé qui ne se sentaient pas forcément très investis pour lutter contre les infections nosocomiales, puisque dans l'immense majorité des cas, ils n'engageaient pas leur responsabilité. Et c'est probablement dans ce contexte-là, à la fois pour les patients d'un côté, mais aussi pour inciter les établissements de santé à lutter contre les infections nosocomiales, que la responsabilité sans faute a été établie par la loi du 4 mars 2002. Donc cette loi du 4 mars 2002, à son article 1142.1 du Code de santé publique, établit que les établissements, et j'insiste, les établissements, pas les praticiens, services et organismes, etc., sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère. Les praticiens, en particulier en libéral,
ne sont pas inquiétés par la responsabilité sans faute d'une infection. Mais la clinique, bien sûr, dans laquelle le patient est opéré, est un établissement de santé qui pourra être considéré comme responsable de l'infection. Donc ça, c'est la loi du 4 mars 2002. Il y a eu toute une levée de boucliers parce que les assureurs ont légitimement pensé que ça allait devenir très compliqué de payer toutes les infections. Il y a à peu près 660 000 infections nosocomiales par an. Les assureurs ont pensé que ce n'était pas possible de payer tout ça. Donc assez rapidement, il y a eu une loi qui est tombée fin décembre 2002, la loi Abou, qui a réparti le payeur. Si le patient avait un déficit fonctionnel définitif à la suite de cette infection et en lien avec cette infection, attention, inférieur à 25%, c'était l'assureur de l'établissement qui indemnisait l'infection, c'est toujours le cas. Et si le déficit fonctionnel imputable à l'infection est supérieur à 25%, c'est l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui indemnise la victime. L'ONIAM a ensuite une action soit récursoire, c'est-à-dire pendant la procédure, soit subrogatoire, c'est-à-dire après la procédure, pour essayer de rechercher une faute et essayer de rechercher un autre payeur. Donc voilà un peu le diagramme de la prise en charge en indemnisation d'une infection. Première question à se poser, est-ce que cette infection est liée aux soins? Si elle n'est pas liée aux soins, il n'y a pas d'indemnisation à proposer. Si elle est liée aux soins, il faut d'abord se poser la question, s'agit-il d'une faute? S'il s'agit d'une faute, c'est très clair, c'est la responsabilité civile de celui qui a commis la faute, praticien ou établissement, qui indemnisera la victime, attention, qui indemnisera uniquement sur les préjudices imputables à l'infection, et pas la totalité du handicap. Et s'il n'y a pas de faute, c'est la loi du 4 mars 2002, le payeur sera soit la responsabilité civile, l'assureur de l'établissement et uniquement de l'établissement si le déficit est inférieur à 25%, ou l'ONIAM si le déficit en lien avec l'infection est supérieur à 25%. Sauf si l'établissement est capable de montrer qu'il existe une cause étrangère, et on va y revenir. Alors là, je vous montre quelques jurisprudences, mais la liste est beaucoup plus longue, qui a à multiples reprises confirmé qu'il n'y avait pas besoin de faute pour indemniser une victime, et il n'y a pas besoin de prouver que le germe vient de l'extérieur, même s'il s'agit d'un germe endogène qui provient du patient, il s'agit quand même d'une infection nosocomiale. La jurisprudence est constante à ce sujet-là. Alors comment peut-on faire lorsqu'on est dans cette situation d'infection nosocomiale sans faute qui devrait conduire à une présomption de responsabilité et donc à une indemnisation? Le seul moyen de sortir de la responsabilité est de mettre en évidence une cause étrangère. Alors une cause étrangère en droit français, ça veut dire trois choses possibles, soit une faute de la victime, soit le fait d'un tiers, soit une force majeure. Alors la faute de la victime, c'est pour ça que je vous invite, lorsque un patient ne respecte pas les consignes post-opératoires, à ne pas hésiter à l'écrire, à le réécrire dans l'observation médicale. En cas de contentieux, en cas de réclamation pour une indemnisation de son infection, il sera possible, dans certaines situations, de supprimer la responsabilité ou de diminuer la responsabilité et l'indemnisation par votre assureur, en montrant qu'une part de l'infection, voire la totalité de l'infection, est une cause étrangère par faute de la victime. Autre possibilité de cause étrangère, c'est le fait d'un tiers. Alors ça, c'est beaucoup plus rare. Je n'ai pas de jurisprudence, je la suis presque tous les jours et je n'ai pas vu passer de jurisprudence sur le fait d'un tiers. On pourrait imaginer qu'il y a un problème de stérilisation externe ou un problème de stérilisation d'un implant. Pour l'instant, je n'ai rien vu passer à ce sujet-là. Et la troisième possibilité de cause étrangère pour se décharger de la responsabilité, c'est la force majeure. Et là, on a une jurisprudence à ce sujet-là qui concerne les gangrènes de membres. En cas de gangrène de membres, il a été établi que l'infection était irrésistible et invincible, qui sont les critères de force majeure en droit. Et donc, il n'y a pas de responsabilité.
Alors, je vous rappelle quand même, parce que là, on parle de l'indemnisation des infections avec responsabilité sans faute, mais parfois, il y a des fautes. Donc, faites attention à ne pas faire de fautes. Ne pas faire de faute, qu'est-ce qu'on recherche en expertise? La première chose, c'est est-ce que tout a été réalisé conformément au protocole pour protéger contre l'infection? Je parle bien évidemment de l'antibioprophylaxie. Et assez souvent, on peut retrouver des anomalies sur le choix de l'antibiotique, ou encore plus fréquemment, on retrouve des anomalies sur le dosage. À partir d'un certain poids du patient, on est censé doubler l'antibioprophylaxie, parfois c'est oublié, et ça peut être considéré comme une faute, qui sera considérée comme une perte de chance, d'une éventualité plus favorable pour le patient, et donc il y aura une indemnisation partielle. Le plus souvent, la faute ne vient pas dans la cause de l'infection, mais plutôt dans la prise en charge de la complication, comme d'ailleurs toutes les complications. Donc faites bien attention à ne pas faire l'autruche. Lorsqu'il y a une infection, certes, il y aura une responsabilité sans faute, mais ne transformez pas une responsabilité sans faute en responsabilité pour faute. Donc, pas de retard diagnostique, pas de retard thérapeutique, et puis un bon suivi de l'infection, en sachant que les dernières recommandations concernant le suivi et la réévaluation à 48-72 heures, pour l'instant, ce n'est pas considéré comme une obligation qui constituerait une faute, mais probablement ça va le devenir. Autre petit élément que je vous ai rajouté là en aparté, qui est intéressant parce que c'est une jurisprudence assez récente, c'est que si ce n'est pas écrit dans le dossier, tout ça, c'est forcément une faute. Autre faute possible, c'est le défaut d'information concernant la possibilité d'une infection. Si vous oubliez d'informer qu'une infection est possible dans une intervention chirurgicale, il peut y avoir une indemnisation au titre d'une faute pour défaut d'information à 3 niveaux. Le niveau très clairement établi par une jurisprudence totalement constante, c'est un défaut d'information qui provoquerait une perte de chance pour le patient de se soustraire à l'acte. Alors après, il y a tout un raisonnement médico-juridique derrière. Il faudra savoir qu'est-ce qui se serait passé si le patient s'était soustrait à l'acte. Mais dans un certain nombre de cas, on arrive à mettre une part du handicap du patient sur cette perte de chance de s'être soustrait à l'acte. Donc, encore une fois, faites tout ce qu'il faut pour avoir une force de preuve de votre information. Deuxième élément qui pourra donner lieu à une indemnisation du patient pour un défaut d'information, c'est le préjudice d'impréparation. Indépendamment de tout déficit, indépendamment de toute prolongation d'hospitalisation, indépendamment de toute souffrance particulière liée à l'infection, le patient pourra se prévaloir d'avoir souffert sur un plan psychologique, et il n'aura même pas besoin de prouver qu'il a eu une prise en charge psychologique. Il pourra dire « j'ai souffert psychologiquement de ne pas avoir été préparé à cette possibilité d'une complication d'infection ». Et il pourra réclamer une indemnisation au titre de ce préjudice d'impréparation. Et puis il y a un troisième élément qui, aujourd'hui, heureusement, n'est pas du tout validé par une jurisprudence constante, mais il faut toujours se méfier. C'est le préjudice de perte de dignité, c'est-à-dire indépendamment de toute réalisation de la complication. Le Code civil prévoit qu'on donne toutes ces informations au patient, et si on ne lui donne pas, il y a un préjudice de dignité humaine, et même s'il n'y a pas d'infection, il pourrait demander une indemnisation pour un préjudice au titre de sa dignité humaine. Pour l'instant, il n'y a qu'une jurisprudence à ce sujet-là, et la suite a été contredite. Alors je vous donne une autre jurisprudence très intéressante et très récente concernant les infections nosocomiales. C'est une décision, un arrêt du 23 mars 2018 du Conseil d'État qui modifie un petit peu la fameuse définition de l'infection nosocomiale. Je vous ai dit tout à l'heure que l'infection nosocomiale n'avait pas de définition légale. Et donc on se base actuellement uniquement sur des arrêts, soit de la Cour de cassation, soit du Conseil d'État, pour déterminer comment on peut appréhender ce qu'est une infection nosocomiale.
En l'espèce, il s'agissait d'une patiente assez âgée qui a fait un AVC important. Dans le cadre de cet AVC, elle fait une inhalation pulmonaire, une infection pulmonaire. Le tribunal administratif en première instance détermine qu'il y a une responsabilité. Il s'agit d'une infection qu'elle considère comme nosocomiale, puisqu'elle survient pendant l'hospitalisation, et déclare la responsabilité sans faute et l'indemnisation de la patiente pour cette infection pulmonaire qui a provoqué, qui a favorisé probablement le décès de la patiente. L'hôpital fait appel et la cour administrative d'appel de Douai va à l'encontre de la première instance en disant c'est pas une infection nosocomiale puisque c'est pas lié aux soins, mais ce n'est qu'une conséquence habituelle d'un accident vasculaire cérébral important. Les ayants droit de la victime vont au Conseil d'État pour essayer de casser la décision de la Cour administrative d'appel, mais le Conseil d'État confirme la Cour administrative d'appel et dans ses propos a une façon de décrire que son arrêt doit faire date et doit être suivi par la suite. Il confirme que lorsque une complication n'est pas liée à un soin, mais est liée à la pathologie initiale, lors d'une infection, ne doit pas être considérée comme une infection nosocomiale. Donc cet arrêt du 23 mars vient modifier un petit peu ce que je vous ai donné tout à l'heure de l'arrêt de Puy-en-Velay, et il faut rajouter derrière la définition de l'infection nosocomiale, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Et là, je vous invite dans cette situation, à la lumière de cette jurisprudence, à ne pas hésiter à mettre dans vos observations que l'infection dont a été victime votre patient est en lien avec sa pathologie initiale pour aider un petit peu l'expert à s'orienter vers cette jurisprudence que forcément il connaît. Voilà, donc je vous redonne mes messages principaux que j'avais déjà donnés initialement. Depuis la loi du 4 mars 2002, il existe une présomption simple de responsabilité d'une infection nosocomiale, même lorsqu'il n'y a pas de faute et même lorsque le germe est endogène. Il existe quelques exceptions lorsque vous pouvez prouver la cause étrangère, la faute de la victime par exemple, qui vous permettent de vous décharger de cette responsabilité. Cette responsabilité sans faute ne concerne que les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, mais ne concerne pas les praticiens. Que l'indemnisation se fait soit par l'assureur, soit par l'ONIAM en fonction du niveau de déficit fonctionnel définitif, et que l'indemnisation ne concerne bien sûr que le préjudice qui est imputable à l'infection. En conclusion, restez relativement zen et surtout n'ayez pas l'impression que lorsque il y a une indemnisation, enfin quand il y a un contentieux qui finit par une indemnisation, cela jette sur vous une opprobre. C'est juste le législateur qui a considéré qu'il fallait aller vers une responsabilité sans faute. Ne considérez pas ça comme une remise en question de vos soins et de votre qualité de chirurgien. Et il y a une dernière notion qui donnera probablement lieu à des discussions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 660 000 infections nosocomiales par an en France. Aujourd'hui, très peu de patients savent qu'il suffit de télécharger le formulaire de la CCI sur Internet et puis l'envoyer gratuitement, sans avocat. Ce qui fait que, pour l'instant, c'est soutenable par les CCI, par les assureurs et par l'ONIAM. Mais imaginons que les 660 000 infections nosocomiales téléchargent le formulaire. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Faudra-t-il augmenter les cotisations ? Est-ce possible d'augmenter les cotisations ? Je ne suis pas sûr dans le système français. Je vous remercie.